Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte Dr Mab et aujourd'hui nous vous parlerons de l'épidémie de variole qui a causé la mort de milliers de Montréalais à la fin du 19e siècle. La mission de Montréal Hanté est de vous faire découvrir les phénomènes paranormaux et de hantise de Montréal et de la région. Ce que nous faisons par plusieurs activités, entre autres nos capsules chaque 2 samedis en anglais et en français. Je vous encourage à suivre le lien dans la description pour en savoir plus. Et maintenant, parlons fantômes. Située à l'est du Champ-de-Mars, dans le Vieux-Montréal, la rue Saint-Louis est une petite rue pittoresque, mais négligée, qui ne figure pas dans le circuit touristique. C'est peut-être mieux ainsi, étant donné les fantômes inquiétants qui hantent, semble-t-il, le coin. En effet, pendant l'épidémie de variole de 1885, alors que le faubourg Saint-Louis était au cœur d'un bidonville largement francophone, la rue Saint-Louis a été un des endroits les plus infectés de la ville. L'épidémie a causé un grand nombre de décès, dont plus de 1000 enfants. La tragédie débute fin février, lorsqu'un chef de train du Grand Trunk, George Longley, arrive à Montréal présentant les symptômes de la variole. Lorsqu'il débarque à la gare Bonaventure, il est fiévreux et couvert de pustules rouges, la plupart purulentes, sur les mains, le visage, la poitrine et les bras. Il est immédiatement admis à l'hôpital Hôtel-Dieu de Montréal. Longley survécut, mais sa literie imbibée de pus infecta une jeune Acadienne du nom de Pélagie Robichaud qui travaillait à la buanderie. Elle fut la première victime de l'épidémie de variole de 1885. Son certificat d'inhumation indique qu'elle est décédée le 2 avril. À cette époque, la variole était considérée comme la pire maladie possible. Non seulement elle était extrêmement contagieuse, mais elle pouvait défigurer, même anéantir les gens en une semaine ou deux. L'infection était provoquée par l'inhalation d'air vicié ou le contact avec un objet contaminé par le virus, la variole. Après une période d'incubation d'une douzaine de jours, de minuscules pustules rouges apparaissent sur la victime, puis se répandent sur tout le corps. Celle-ci éclate rapidement et commence à suinter du pus et à ravager le corps. Dans environ un tiers des cas, la maladie tue sa victime en quelques jours. Celles qui survivent restent souvent handicapées et défigurées de façon permanente, des marques profondes remplaçant les anciennes pustules une fois guéries. À la mi-avril, il devient évident que la variole se propage dans tout l'hôpital et qu'il est impossible de l'endiguer. Le Conseil de la santé de la ville commet une erreur catastrophique en renvoyant chez eux tous les patients qui ne semblaient pas être malades. Beaucoup d'entre eux étaient en effet à divers stades d'incubation et ils ont propagé le virus dans les rues de Montréal. À l'arrivée de l'été, les cas explosent. La Régie de la santé commence la vaccination contre la maladie. La pratique de la vaccination, mise au point par le chercheur Edward Jenner en Angleterre en 1796, était déjà répandue à cette époque. Cependant, cette pratique médicale révolutionnaire suscite une grande méfiance de la part de la population catholique francophone montréalaise de l'époque, comme ailleurs dans le monde. En effet, en 1802, une caricature des premières controverses entourant la théorie de la vaccination de Jenner est publiée. Elle illustre la manière dont l'utilisation de ce vaccin antivariolique, dérivé de la variole bovine, entraîne l'apparition de bovins chez ses patients. Quoi qu'il en soit, si les protestants anglais, écossais ainsi que les catholiques irlandais soutiennent généralement la campagne de vaccination, la majorité des catholiques français sont opposés à cette science britannique. Il convient de rappeler que les ancêtres de ces catholiques français furent colonisés par les Britanniques en 1760 et qu'ils entretenaient une saine méfiance à l'égard des autorités coloniales. Le fait que les anti-vaccins du 19e siècle fassent pâlir par comparaison les négationnistes du 21e n'a pas aidé non plus. Le docteur Joseph Coder, médecin professeur respecté, affirme non seulement que le vaccin ne prévient pas la variole, mais également qu'il provoquerait la syphilis.
Joseph Emery Coder, autre médecin éminent, fait également campagne contre la vaccination obligatoire. Au cours de l'été, les cas de variole continuent d'exploser. Montréal acquiert la réputation de ville de la peste, qui incite de nombreuses personnes à l'éviter à tout prix. On voit des personnes infectées par la variole errer dans les rues avec leurs enfants, bien qu'elles soient très contagieuses. En juillet, la maladie s'est répandue dans toute la ville et chaque nuit, de plus en plus de corps sont transportés au cimetière Côte-des-Neiges dans des corbières portant la mention Smallpox, picote. Lorsque Sir Francis Hincks, ancien premier ministre de la province canadienne, meurt de la variole, son corps est enterré à la hâte, à l'aube, en présence d'une poignée de membres de la famille. Avec l'arrivée de l'automne, le nombre de décès dus à la variole dépasse les 3000 habitants. Le Conseil de la santé décide de rendre la vaccination obligatoire à partir du 28 septembre. Le président du Conseil tente de contrer la désinformation croissante. Il déclare « Cela ne signifie pas que les gens doivent être saisis et menottés et ainsi vaccinés de force. Ça signifie que le vaccinateur ira à la porte d'une maison, demandera la preuve que tous ceux qui y résident sont vaccinés. » Selon la Gazette de Montréal, les personnes qui refusent de se faire vacciner se verront infliger une amende, mais ne seront certainement pas traînées à la prison de la ville. Cependant, les tentatives des responsables de la santé publique de faire respecter les normes de vaccination ou même d'emporter les morts se heurtent à une résistance farouche. Les agents sanitaires sont agressés alors qu'ils enlèvent les cadavres des rues les plus infectées, dont le faubourg Saint-Louis. Souvent, lorsque les autorités installent des panneaux d'avertissement jaune et noir sur les maisons infectées, les habitants les arrachent. Lorsque les agents se présentent au domicile d'une femme nommée Madame Chaput, au 427 de la rue Sainte-Catherine, pour apposer une pancarte sur sa maison, celle-ci arrache la main des agents. Alors que les policiers tentent de la maîtriser, son mari sort et hurle que sa femme se fait agresser. Une foule en colère se rassemble et les gendarmes sont contraints de battre en retraite. Cependant, la foule les suit jusqu'au bureau du Conseil de santé de l'Est de la ville et l'encercle. Vers 19 h, les manifestants en colère jettent des pierres à travers les fenêtres des bureaux. Lorsque le chef de police tente de se précipiter à l'intérieur du bâtiment à travers la foule, il est renversé par un coup de bâton et frappé de plusieurs coups de pied jusqu'à ce qu'il soit presque inconscient, rapporte la Gazette. Avec une foule qui compte plus de 2000 personnes, ces émeutiers se déchaînent dans les rues de Montréal. Ils brisent les vitrines des pharmacies vendant le vaccin, ainsi que les maisons des médecins qui soutiennent la campagne de vaccination. Après environ 1 heure d'émeute, la foule vociférante se dirige vers l'hôtel de ville en criant « Tuez les vaccinateurs !» Une fois à l'hôtel de ville, où se trouve également le poste de police, les émeutiers lancent des pierres à travers les fenêtres. Selon le Boston Transcript, des coups de revolver ont été tirés. Pour effrayer les hommes, les policiers ont tiré au-dessus de leur tête, mais ils ont été accueillis par des huées et des rires. Enfin, après minuit, un groupe important de policiers arrive et se met à matraquer les manifestants. À 1 heure du matin, la foule se disperse. 2 manifestants auraient été tués au cours de l'émeute et les dégâts matériels sont graves. Le lendemain, le maire fait appel à l'armée pour rétablir le calme. À la fin de l'année, la variole a fait plus de 3200 victimes à Montréal, près de 2 % de la population, en plus d'en défigurer des milliers d'autres. 9 victimes sur 10 étaient des Canadiens français, dont la plupart des enfants. Certains des bâtiments du faubourg Saint-Louis datant de l'épidémie de variole existent encore aujourd'hui. Il y a la maison Brossard-Gauvin au 433 et 435 de la rue Saint-Louis, construite en 1735. Un autre exemple est la maison Brossard de 1828, située au 454 de la même rue. Ces bâtiments ont été les témoins d'innombrables horreurs qui se sont déroulées dans le quartier. Inutile de dire qu'avec toutes ces morts et ces souffrances dans le faubourg Saint-Louis, certains experts en paranormal pensent que le quartier est désormais hanté par son passé tragique. Il existe de nombreux rapports de phénomènes paranormaux. On peut parfois entendre des cris et des gémissements désincarnés d'enfants,
On a vu des fantômes défigurés errer dans les rues, souvent en boitant. L'esprit le plus terrifiant est peut-être celui d'une jeune femme vêtue de lambeaux portant un enfant mort, tous deux couverts de pustules. Le livre de l'historien Michael Bliss, Plague, A Story of Smallpox in Montreal, décrit les horreurs en détail, depuis l'atmosphère infernale qui régnait dans les hôpitaux jusqu'aux maisons où les membres de famille empêchaient les agents d'hygiène d'enlever leurs défunts en décomposition. Une femme infectée fut expulsée de sa pension de famille de la rue Saint-Louis après avoir contacté la variole avec son enfant. N'ayant nulle part où aller et souffrant de la maladie, la femme a été forcée d'errer dans les rues avec son petit. Une femme nommée Virginie s'est confiée à Montréal Hanté sur son expérience de vie dans le faubourg Saint-Louis dans les années 1980. Elle habitait dans un vieil immeuble et au début, elle n'a pas eu de problème. Malheureusement, après quelques semaines, elle s'est mise à faire des cauchemars récurrents. Dans ses horribles rêves, elle se rendait dans la salle de bain pour se maquiller. Cependant, lorsqu'elle se regardait dans le miroir, elle était choquée de voir des pustules rouges suintantes de pus sur tout son visage. Elle se réveillait toujours de ses cauchemars en sueur. Elle devint insomniaque et consulta un thérapeute pour tenter de traiter le problème. Malgré plusieurs séances, elle se mit à croire que le problème était paranormal après avoir entendu d'autres habitants parler des fantômes de la variole qui hantent le faubourg. Après seulement 8 mois, elle rompt son bail et déménage dans un autre quartier de la ville. C'est seulement à ce moment que les cauchemars ont cessé. Un autre fantôme de la variole se trouve dans le plateau sur la rue de l'Esplanade. En 1980, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la variole éradiquée à la suite d'une campagne mondiale de vaccination. Bien que le fléau mortel ne circule plus, des échantillons sont conservés à fin de recherche dans des laboratoires sous haute sécurité. Si la variole ne hante plus les citoyens de Montréal, les fantômes défigurés de ses victimes de 1885 les hantent certainement. Vous êtes-vous déjà promené dans la rue Saint-Louis et y avez-vous fait des rencontres étranges? Si c'est le cas, faites-nous en part dans les commentaires. Je vous encourage également à aimer la vidéo, vous abonner et activer les notifications afin de ne manquer aucune de nos capsules. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite un bon 2 semaines et gardez l'œil ouvert, on ne sait pas les fantômes qui rôdent à Montréal.